Radio J, les rendez-vous de la Viso. Coralie Abraham-Palti, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Pour une émission spéciale colloque Viso le 20 novembre. Un colloque de la Viso, c'est toujours un événement et pour cela, nous avons deux invités que je vous laisse nous présenter. Merci Lise. Alors bonjour à nos invités. On a le plaisir d'avoir aujourd'hui Nathalie Elmali et Simon Réniche qui est en visio. Bonjour. Bonjour Coralie. Bonjour à vous deux. Bonjour Lise. Alors, dans notre émission Viso à Vive, au micro de Lise Gutmann, on met à l'honneur des femmes qui osent. Aujourd'hui, on met à l'honneur Nathalie Elmali, viséenne de longue date, qui ose organiser pour la première fois un colloque à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. C'est un événement 100% Viso, comme l'a dit Lise Gutmann, qui va aider à informer, sensibiliser et alerter le grand public aux nouveaux enjeux des parents. Je n'en dis pas plus parce qu'on en parlera juste après. Nathalie Elmali, vous êtes donc une femme audacieuse, comme on l'a dit. Vous organisez ce colloque et vous êtes également psychanalyste spécialisée chez les enfants et les adolescents à la Société française de la psychologie analytique. Simon Réniche, vous êtes un des intervenants de ce colloque. De votre côté, vous êtes spécialisé dans la sécurité et le renseignement. Vous avez travaillé de nombreuses années en Afrique et pour des sociétés privées du renseignement en cybermenaces. Vous avez acquis des compétences dans la data et dans le dark web. Alors, le dark web, pour ceux qui ne savent pas, c'est la face cachée du web, où s'y opèrent des actions... Ça fait peur, hein, rien que le nom. Ouais. Alors, s'y opèrent des actions légales, mais aussi des actions moins légales, comme des actions criminelles, effectivement. Alors, rentrons dans le vif du sujet, parce que ce colloque, il est riche, et il y a plein de thématiques différentes. Alors, pour commencer, comment est venue cette idée d'organiser ce colloque ? Est-ce que vous avez eu un déclic ? Alors en fait, déjà, ce colloque a lieu donc pour la Journée internationale des droits de l'enfant. Donc la convention a été ratifiée par la France en 1989. Et donc on s'est dit qu'en effet, il était important pour la Viso de se positionner sur cette journée. Et en fait, le déclic a été pendant les confinements. Et pendant la crise sanitaire, où l'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une explosion des violences et des maltraitances sur enfants, et aussi un nombre de dépressions chez les adolescents et de tentatives de suicide. Donc, nous avons décidé d'organiser cette journée avec différents experts pluridisciplinaires, pour parler de sujets, de violences sur les enfants, puisque on le sait, l'enfant est vulnérable, il dépend de son environnement, de sa famille, de ses proches. Sa personnalité est en voie de développement, donc il peut être influençable. Et on le sait, la violence peut avoir lieu dans les familles, mais pas seulement. Elle peut avoir lieu sur les réseaux sociaux, à l'école. On connaît le fléau du harcèlement scolaire, mais aussi dans certaines idéologies. Donc, on s'est dit qu'on avait envie de regrouper plusieurs experts autour de ces différents sujets. Parfait. Donc, il y a urgence à sensibiliser le grand public. Est-ce que les enfants, ils connaissent leurs droits ? Alors, il y a eu... Je m'excuse, les enfants, à partir de quel âge, en fait ? C'est important. On parle de quelle tranche d'âge ? Enfants, et puis après adolescents, parce qu'on va voir qu'il y a aussi sur le colloque une table ronde un peu plus sur les adolescents. Exactement. Donc, en fait, on parle des tout petits jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc, en fait, on couvre toute la période de l'enfance et de l'adolescence. Alors, pour répondre à votre question, Coralie, en effet, une consultation nationale du défenseur des droits de l'enfant, en 2019, avait montré que 70% des enfants ne connaissaient pas leurs droits. C'est énorme. 70%, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Comment peuvent-ils défendre leurs droits s'ils ne les connaissent pas ? Ensuite, on fête donc cette journée internationale des droits de l'enfant, mais on pourrait dire que l'on célèbre aussi, par la même occasion, les devoirs des adultes de protéger les enfants. C'est pas seulement les droits des enfants, mais aussi les devoirs des adultes. Et justement, nous avions un chiffre en 2019 qui était qu'un enfant, tous les 5 jours, mourait de maltraitance familiale en France. Et en fait, c'est énorme, on en parle rarement. Et en fait, il y a quelques jours, la Fondation des hôpitaux a publié comme quoi, en fait, un enfant tous les 3 jours mourait de maltraitance familiale. Donc, il y a vraiment urgence à se mobiliser
nous en tant qu'adultes, et aussi peut-être qu'on pourrait organiser des groupes de parole au sein des écoles avec des jeux, du théâtre, des dessins, enfin plusieurs activités pour que les enfants puissent exprimer d'une façon différente ce qui se passe aussi, parce que si on leur donne juste une formation ou un cours, ça reste des concepts, mais peut-être d'organiser des groupes de parole interactifs au sein des écoles. Et un autre sujet qui est soulevé lors de ce colloque, c'est l'instrumentalisation idéologique de la dysphorie de genre. Oui. Voilà. Donc vous savez, Caroline Eliachef et Céline Masson vont intervenir sur ce thème qui prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui. Alors, quelle forme exacte va prendre ce colloque? Les thématiques, vous commencez à nous les annoncer. Qui seront les intervenants? On veut en savoir plus. Vous voulez en savoir plus? Très bien, très bien. Oui, venez, Lise. Alors, en fait, nous aurons 2 tables rondes. La première centrée autour de l'enfant et son développement psychique. Et donc, nous aurons différentes prises en charge. Enfin, nous montrerons différentes prises en charge de l'enfant. Donc, je vous donne les noms. Donc, en fait, oui. Aline Fauveau va nous parler de l'itinéraire d'un enfant placé. Thibaut Moreau va nous parler d'un processus thérapeutique spécifique auprès des enfants. Et puis nous aurons le docteur Jean-Marc Benheim qui est expert en hypnose et qui va nous montrer comment, avec des exercices en hypnose, il vient de publier d'ailleurs un livre sur l'auto-hypnose, comment aider nos enfants lorsqu'ils vivent un stress important au niveau de l'école comme du harcèlement scolaire. Nous aurons aussi Fernando Bairro Corochano qui va nous parler de l'enfant confronté aux violences contemporaines. Alors lui, il utilise différents moyens qui sont le dessin et le modelage. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait fait tout un travail autour des enfants victimes des attentats du Bataclan. Et puis, il y a une deuxième table ronde, donc plus centrée sur l'adolescence, avec Simon Réniche, ici présent, donc qui va nous parler des cybermenaces chez les enfants et les adolescents. Catherine Rioult, qui va nous parler de comment gérer le mal-être des adolescents aujourd'hui, qui, elle, utilise les ateliers d'écriture thérapeutique depuis 20 ans et qui anime des groupes de parole pour parents en difficulté avec leurs adolescents. Et enfin, donc, le docteur Caroline Eliachef et Céline Masson autour de leur dernier livre qui vient de sortir, La fabrique de l'enfant transgenre, qui est vraiment passionnant. Donc c'est très complet, il y a pas mal de sujets qui vont être abordés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que vous allez aussi proposer des outils et des conseils aux parents et adolescents pour essayer qu'ils puissent prévenir eux-mêmes ces risques, ces cas de figure. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Oui, alors l'idée de ce colloque, c'est déjà, nous aurons entre ces 2 tables rondes, nous aurons à chaque fois un temps de parole très important pour que le public puisse échanger avec les différents experts autour de solutions, autour de questions, mais aussi dans le public, il y aura aussi des juristes, des avocats, des médecins. Donc en fait, l'idée, c'est aussi de discuter tous ensemble et peut-être d'être force aussi de proposition. Après, ce qui est important, c'est que les différents experts vont nous parler déjà de repérage. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va mal? Comment on le repère? Oui. Alors, je peux vous donner, si vous voulez, des exemples. C'est, par exemple, lorsqu'un enfant souffre de troubles des conduites alimentaires, par exemple, d'un seul coup, il a une perte d'appétit, ou voire il est anorexique, ou alors il a des crises de boulimie. On peut aussi avoir des troubles du sommeil importants avec des terreurs nocturnes, mais il peut aussi y avoir une phobie scolaire, donc l'enfant ne veut plus aller à l'école. Selon l'intensité de ces symptômes, on peut s'alerter. Donc voilà, c'est un ensemble de repérages, mais aussi un ensemble de pistes de réflexion et bien sûr de solutions données aux parents qui se posent des questions et qui sont souvent démunis face à ces différentes difficultés. Merci. Alors Simon Réniche, quels sont les risques encourus par les adolescents sur Internet aujourd'hui ? Alors, merci de me recevoir. Alors, les risques sont vraiment multiples et variés. Tout dépend du profil, de l'âge, bien sûr, de la situation familiale, géographique. Ce que je vais essayer de faire pendant mon intervention, en tout cas, aujourd'hui et puis pendant le colloque, c'est de transmettre en fait des outils de réflexion, d'appréciation du risque sur la base de mon expérience, de mes connaissances dans la sécurité et le renseignement. Je vois énormément de parallèles dans la manière
d'envisager ce qu'on appelle le champ des menaces dans ce domaine. Et donc, un enfant selon son âge et aussi selon son empreinte digitale aura des risques divers. Cyber, c'est sûr, mais peut-être moins que ce que l'on peut penser quand on comprend un petit peu comment l'adversaire réfléchit. C'est-à-dire que les cybercriminels veulent monétiser des données, ils veulent exploiter des vulnérabilités, surtout sur le plan financier. Et c'est vrai que là, pour un adolescent, un enfant, on n'est pas une cible privilégiée pour ces gens-là. Par contre, on est une bien plus grande cible pour tout ce qui est propagande et aussi fraude, arnaque en tout genre. Je pense que chaque adolescent qui passe un peu de temps sur Instagram comprend le monde de la crypto, le monde des influenceurs et se retrouve face à des menaces bien plus dures à combattre. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'est dans la réalité des faits une cyberattaque? Où est-ce qu'une cyberattaque se produit? Sur quel réseau? Sur quel jeu vidéo en ligne? Et donc, est-ce qu'on peut l'éviter quelque part? Oui, très bonne question. Alors, une cyberattaque, c'est toujours bien d'avoir une définition un peu académique. C'est important. C'est tout simplement une tentative de voler, d'exposer, de modifier, de désactiver des informations par le biais d'un accès non autorisé à des systèmes. Ça, c'est assez ennuyeux comme définition. Mais en gros, une cyberattaque couvre tout ce qui est du domaine de la demande de rançon, un déni de service, comme on l'a vu assez récemment dans la guerre en Ukraine. Tout ça se passant dans l'espace digital, mais ayant des conséquences dans le monde réel. Alors, les cyberattaques, on ne peut pas toujours les prévenir. Cependant, quand on est la cible principalement de cybercriminels, il faut comprendre que ces gens-là sont opportunistes, assez fainéants, et qu'en ayant une approche assez simple et en prenant des mesures d'hygiène informatique de base, on peut déjà s'éviter beaucoup de problèmes. On dit, voilà, on est pas toujours besoin de courir plus vite que le lion, mais courir plus vite que les autres membres de la tribu. C'est suffisant. Et du coup, comment on peut s'armer en tant que parent et comment les adolescents peuvent eux-mêmes se protéger? Voire même les enfants, d'ailleurs. Ouais. Alors, selon les types de menaces, le travail à faire est plus ou moins large. Pour ce qui est cyber, ce sont les mêmes recommandations que l'on donne aux grandes multinationales, aux grandes entreprises. C'est déjà comprendre son empreinte digitale, faire un état des lieux de tous les comptes sur les réseaux sociaux, les applications, les jeux vidéo où on expose son identité et des données liées à son identité en ligne. Donc, faire ce petit inventaire. Ensuite, mettre à jour tous les systèmes qui potentiellement sont à risque. Et puis, toujours essayer d'apprendre à l'enfant, faire ce calcul de coût-bénéfice. C'est-à-dire, qu'est-ce que je donne à telle société en retour pour quelle valeur? Et est-ce que c'est toujours un bon calcul? Pour ce qui est par contre des problèmes liés à la propagande, aux campagnes d'influence, qu'elles soient étatiques ou qu'elles soient menées par des lobbies, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, il faut enseigner des outils de pensée critique. Et je pense que c'est aussi un des buts du colloque. Alors, oui, Simon et Nathalie, quels conseils pourriez-vous nous donner pour développer le sens critique de nos enfants, de nos adolescents, pour les rendre plus acteurs de leur propre protection? Et en vous écoutant, je me suis demandé justement si les parents et les grands-parents, les adultes allaient venir tout seuls au colloque ou si vous avez prévu, pendant qu'ils écoutent les tables rondes, une activité peut-être autour de cela pour les plus jeunes, pour les former. C'est juste une question. Oui, alors non, pour cette fois, malheureusement non, nous n'avons pas pu organiser cela. Mais en revanche, pour l'année prochaine, pour la seconde édition, nous espérons bien, en effet, c'est une bonne idée, Lise, et nous espérons bien organiser un événement pour les enfants en même temps, mais justement autour de leurs droits. Bien sûr. Comme on le disait tout à l'heure, pour qu'ils apprennent un peu mieux quels sont leurs droits, et peut-être que ce seraient des ambassadeurs ensuite à l'école qui pourraient dire voilà, j'ai participé à une activité et voilà, je veux vous parler de nos droits. Et alors justement, Simon, quels conseils pourriez-vous nous donner à l'antenne pour rendre nos enfants, disons, plus armés face à cela, plus précautionneux? Alors c'est vraiment le problème le plus dur à résoudre. Non seulement il prévient des problèmes dans la lutte contre certaines idéologies, mais aussi pour ne pas être trop naïf face aux multiples arnaques en ligne, qui est aussi un gros fléau.
Ce serait vraiment d'adopter les mêmes méthodologies, un petit peu les mêmes formations que les grandes agences de renseignement. Si on y pense bien, un bon analyste de renseignement, c'est quelqu'un d'objectif, c'est quelqu'un qui est capable de regarder les faits, de comprendre d'où vient l'information, quelle est l'intention potentiellement derrière. Et c'est donc de trouver des moyens ludiques d'enseigner cela aux enfants. Je pense que créer un jeu de rôle, et c'est peut-être quelque chose qu'on devrait discuter au blog, mais créer un jeu de rôle autour de penser comme un espion, une mission secrète de protection de soi-même et comprendre comment envisager toutes les menaces qui peuvent nous parvenir. Et puis, bien sûr, soutenir cette démarche avec tous les outils simples de pensée critique, d'autodéfense intellectuelle, reconnaître les biais cognitifs, apprendre à poser les bonnes questions. Sont des choses qui sont tout aussi intéressantes pour les adultes que pour les enfants et je pense qu'il y a des moyens de les rendre ludiques. Alors, les parents surveillent les programmes télé, surveillent les devoirs de leurs enfants. Est-ce qu'il n'y aurait pas un conseil à leur donner, c'est-à-dire mettre le nez quand l'enfant est sur son ordinateur, même ado? Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Et c'est important, ça. En fait, aujourd'hui, les parents veulent donner une grande liberté aux enfants, mais c'est aussi peut-être un peu l'abandonner face à ses pulsions et face à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en effet. Donc, on sait très bien aujourd'hui que c'est important de poser des limites, de poser un cadre. Bon, voilà, même si il y a peut-être un risque que l'enfant se fâche, mais en tout cas, il a besoin de ces limites pour les intérioriser lui-même et pouvoir en effet être respecté par la suite. Et j'imagine qu'il y a un équilibre à trouver entre le contrôle parental qui est des fois trop poussé chez certains et dans d'autres foyers, pas assez de structure et de cadre. Mais oui, mais alors, par exemple, ne pas hésiter à couper Internet le soir ou la nuit, peut-être. Bien sûr. Oui. Simon Reinisch me disait avant cette interview qu'en fait, il y avait des prédateurs sexuels qui pouvaient approcher des adolescents sur les jeux de vidéos en ligne. Oui, c'est un problème réel, sans vouloir rendre les gens paranoïaques et dire que c'est quelque chose de très commun. Il y a beaucoup de jeux en ligne qui permettent la discussion en temps réel, comme au téléphone avec les participants, et certaines personnes exploitent cela. Donc, faire comprendre à ces enfants que ce sont des possibilités sans rentrer dans les détails, mais qu'il y a des gens mal intentionnés, et leur donner des outils pour apprendre à reconnaître peut-être l'âge de la personne en face, et surtout ne jamais rencontrer dans le monde physique une personne qu'on va rencontrer dans le monde cyber, c'est important. Pour revenir au contrôle parental aussi et au contrôle du temps, qui je pense est peut-être même encore plus efficace que de bloquer du contenu, essayer de faire comprendre aux enfants qu'il y a un problème d'addiction aussi lié à ça et que toutes les applications, tout ce qu'ils utilisent en ligne, les gens qui travaillent derrière ces applications, il y a plus d'experts en jeu de paris d'argent, de casino que d'ingénieurs en design au final, et que ce sont vraiment des machines à sous virtuelles. Bien sûr. Et puis le contrôle de temps, pour revenir à cette idée qui aider les enfants à comprendre ce coût-bénéfice, de leur donner des limites aussi dans l'utilisation du téléphone, le moment pour qu'ils eux-mêmes fassent le choix rationnel, en se disant au lieu de passer 2 heures à consommer un contenu qui est potentiellement dangereux sur Instagram, sur TikTok et abrutissant, peut-être que je vais aller jouer pendant 1 heure sur un jeu en ligne ou utiliser ce temps pour quelque chose de plus constructif. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Oui, alors justement, Coralia Brampalti, on espère une jolie conclusion. Voilà, on est heureux et ravis de vous avoir eu. C'est très audacieux comme démarche et comme idée de colloque. On sera présent le 20. Peut-être qu'on rappelle le lieu. Oui, alors je vous invite vraiment à venir. Donc, passionnant. Venez à ce colloque, il est vraiment passionnant. Ce sont des experts, chacun dans son domaine, ce sont vraiment des experts réputés et reconnus. Il a lieu donc à la mairie du 3e, métro Temple ou République, 3 rue Eugène Spulier. C'est dimanche, donc venez donc le dimanche 20 novembre à partir de 13h30. En plus, la mairie du 3e nous offre la petite pause avec café et thé. Le colloque est gratuit, la Viso vous offre ce colloque. Oui. Donc vraiment, venez. En plus, il y a un temps d'échange entre nous. On va pouvoir être force de proposition aussi pour le prochain colloque de l'année prochaine. Et voilà, et on se mobilise tous autour de l'intérêt de l'enfant. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Simon Reinisch. Merci
Merci beaucoup à vous également, Nathalie. Merci, et on Maëlie. se retrouve tous le 20. Merci beaucoup et à très vite sur Radio J, bien sûr. À très vite. Merci, au revoir.